nous allons terminer cette émission consacrée à la protection des personnes et des biens, bien entendu pour les assurances haut de gamme, avec messieurs Joël Faré, directeur général de MetLife France, et monsieur Éric Mignot, directeur général d'Hiscox France. Messieurs, vous nous avez présenté votre activité, vous nous avez présenté vos solutions, vous nous avez présenté quelques types de garanties que vous proposez et l'évolution du marché pour lequel vous êtes finalement assez positif aujourd'hui. Je voudrais revenir sur l'assurabilité de cette clientèle et plus exactement sur ces solutions haut de gamme que vous proposez, parce que vous êtes des assureurs de risques spéciaux, vous nous avez parlé de montants de garantie très importants, de couverture de niche, et vous avez même parlé, alors M. Mignot nous a évoqué tout à l'heure, pour ceux qui ont suivi cette première partie d'émission, de la couverture d'un aquarium géant avec 2 requins à l'intérieur, évidemment d'un sinistre, bon, pour ne citer que celui-ci. Moi, je voudrais savoir si finalement vos solutions sont ouvertes aux très riches, ou bien si elles sont capables, je dirais, de s'adapter à une clientèle, alors non pas retail, mais peut-être une clientèle qu'on appelle affluente. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes réservé aux patrons du CAC 40, pour faire simple, ou aux grandes fortunes, ou bien est-ce que vous pouvez apporter des solutions sur des couvertures, on ne peut pas dire peut-être modestes, mais assez importantes, au-delà du standard. Est-ce que vous pouvez répondre à ces besoins? Alors, précisément, je pense que ce qu'on recherche, ce n'est pas les ultra-riches, pour reprendre une segmentation de la gestion de fortune. On est ravis de pouvoir assurer des gens très fortunés, mais clairement, là où on sent qu'il y a une très très forte possibilité de croissance, c'est voilà, ce que vous appelez la clientèle affluente et de pouvoir décliner nos solutions sur des bases, bien entendu, qui ne sont pas en dizaines ou en centaines de contrats, mais plutôt en milliers de contrats sur une année. Donc là, on revient sur des éléments de prise de conscience, et je pense qu'en matière de CGPI, on a franchi ce cap aujourd'hui. Je pense qu'il y a, et on le voit au travers des manifestations lesquelles on présente, où il y a clairement un intérêt. En revanche, il reste des freins, et un des freins, et c'est une des caractéristiques, c'est que, en ce qui nous concerne, un dossier n'est pas nécessairement beaucoup plus compliqué à assurer en fonction du montant. C'est-à-dire, passer un certain cap, on va trouver davantage de la complexité qui est liée à la nature du risque, que ce soit du risque biométrique, des pathologies, ou du risque d'activité. Et en ce qui concerne le médical, là, il y a clairement un frein en matière qui de mon point de vue, un frein qui est d'habitude ou de familiarité avec ce type de dossier qu'on a pas du tout, en tout cas beaucoup moins sur les professionnels traditionnels de l'assurance, mais quelqu'un qui est spécialiste de l'épargne ne va pas être à l'aise à traiter des éléments médicaux voilà, qui tournent sur vraiment la vie privée, des données qui sont extrêmement sensibles en France. Et donc là, tout notre effort vise aussi à dédramatiser ça et à accompagner les CGPI sur ces notions-là. Donc en fait, les dirigeants de PME, TPE vous intéressent aujourd'hui à partir d'un certain niveau de couverture Oui, alors clairement, si on revient sur l'ANI, aujourd'hui, l'ANI, l'obligation de donner une couverture de santé minimum n'est pas quelque chose qui pour nous est très important. Je pense également, et ça va être un des enjeux de la distribution, c'est pas, à mon sens, un axe très important pour les CGPI ou pour les courtiers, compte tenu, je dirais, du caractère vraisemblablement assez low cost, on va dire, de ces couvertures. En revanche, on va être sur une prise de conscience beaucoup plus forte et un moment tout à fait privilégié pour se reposer la question de la couverture des risques lourds pour le dirigeant d'entreprise. Et quand on prend la couverture de santé, qui grosso modo est un bien consommable, il y a bien entendu des différences en fonction de votre niveau de vie, mais elles n'ont rien à voir avec le préjudice qui va être causé lors d'un sinistre lourd, en invalidité, et où là vous êtes sur des multiples qui peuvent être de 1 à 10, de 1 à 20, entre ceux dont vous avez besoin et ceux dont ont besoin certains salariés de l'entreprise. Donc là, clairement, oui, le dirigeant d'entreprise, même d'une très petite entreprise, pour nous, est une cible tout à fait privilégiée
privilégiée. Et c'est important que pour les CGPI, on passe d'une couverture du patrimoine, on va dire, individuel, et je pense que c'est également la même analyse qu'a monsieur Mignot, c'est plus l'entreprise est petite et plus en fait ces notions de patrimoine personnel et de patrimoine professionnel sont liées. Et donc là aujourd'hui, on parlait tout à l'heure d'assurance homme-clé, on est précisément au cœur de cette problématique. C'est la disparition de l'entreprise, c'est bien entendu quelque chose qui peut arriver sur tout un tas de circonstances, mais la principale, c'est la disparition du dirigeant. Et donc que faire pour éviter des conséquences extrêmement graves en cas de disparition ou d'incapacité pendant un certain temps du dirigeant. La validité, effectivement, du dirigeant. Monsieur Mignot, si je n'ai pas d'aquarium, alors je vous taquine avec ça, est-ce que vous m'assurez, d'aquarium avec des requins, bien entendu, est-ce que vous m'assurez, plus sérieusement, quels sont les patrimoines, jusqu'où vous pouvez aller finalement, là où c'est intéressant, là où vous avez une véritable valeur ajoutée, notamment on pense à nos clients, aux clients des CGPI, pardon, qui semblent vous intéresser, et donc voilà, à partir de quel niveau de couverture sur les biens, habitations. Alors, RC mandataires sociaux, c'est un peu spécial, mais restons sur les demeures, sur les objets d'art, sur les contenus. Voilà, quel type d'habitation aujourd'hui, je pense que la première des choses à indiquer, c'est que tous les CGP ont un certain nombre de leurs clients qui sont potentiellement mal assurés. Pourquoi On reviendra sur cette question. Voilà, vous avez raison sur ces problématiques d'habitation haut de gamme. Donc effectivement, peut-être que ces solutions d'habitation haut de gamme ne vont pas concerner 100% des clients du CGP, mais à tout le moins une partie, et une partie sans doute significative dans la mesure où où ces clients seront sans doute les meilleurs clients du CGP en termes de surface patrimoniale. Voilà, donc si on s'intéresse au marché cible, c'est sans doute les 1% des Français les plus riches, ce qui fait tout de même 200 000 foyers. Voilà, 200 000 foyers, sachant que ce que je vous indiquais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, Hiscox assure 10 000 de ces 200 000 foyers, et tout en ayant une position de leadership sur ce segment. Ça vous laisse de la marge, oui. Effectivement, une marge de progression tout à fait considérable. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que autant on va dire que les 100 premières fortunes françaises disposent toutes d'un contrat d'habitation haut de gamme, donc ces fameux patrons du CAC 40 que vous évoquiez, et ultra high net worth dans la terminologie de la gestion de patrimoine, donc tous sont garantis correctement. Ce qui est d'ailleurs intéressant, ça veut dire que ces gens qui finalement sont les mieux conseillés ont tous des solutions spécifiques pour protéger leur patrimoine. Donc, ce qu'on constate par ailleurs, c'est que sur les autres, donc ceux qui ne sont pas dans les ultra high net worth, notre estimation, c'est que 85% ont un contrat d'habitation standard. 85% ont un contrat d'habitation standard avec des sommes assurées qui sont tout à fait dérisoire au regard de finalement des risques qui peuvent avoir. Alors vous avez devancé ma question, mais c'est très bien, et vous avez eu raison. Donc, et je pense que M. Faré pourra nous confirmer. C'est vrai, est-ce que finalement la clientèle patrimoniale, est-ce qu'elle est aussi bien assurée ou si mal assurée, on peut dire, ou assurée comme les autres? A priori, vous dites oui, c'est-à-dire que j'ai du patrimoine, j'ai un peu de biens, et je suis pas couvert comme il le faut pour un sinistre grave. C'est bien de ça, non? C'est tout à fait ça. Enfin, on s'aperçoit qu'il se passe finalement sur ce sujet un petit peu ce qui s'est passé dans une vie précédente. J'étais banquier. Finalement, on a vu la banque privée d'abord s'intéresser aux 0,1% finalement des individus les plus riches, et petit à petit étendre son offre à une clientèle qui est beaucoup plus vaste. Dans l'assurance habitation haut de gamme, il se passe un petit peu la même chose, c'est-à-dire que les premiers à s'assurer ont été ceux qui sont les plus sensibilisés à ces sujets, et petit à petit, on voit effectivement se diffuser ce type d'offre à une clientèle beaucoup plus large, clientèle qui, tout le monde a une assurance d'habitation, et si vous posez la question à vos clients les plus riches,
si ça se trouve, le contrat d'habitation, il a été fait il y a 20 ans, et les contenus qui sont assurés dans ce contrat d'habitation datent d'il y a 20 ans. Et donc, s'il y avait un sinistre aujourd'hui, que ce soit un vol ou que ce soit un incendie, il faut se poser la question de quel va être l'impact patrimonial au niveau du client. À tel point même qu'on voit de plus en plus une notion de responsabilité pour les professionnels du patrimoine qui finalement n'ont pas su donner les bons conseils de protection du patrimoine dans ce type de cas de figure. Et donc là, je pense que c'est un point qui est important, qui est celui finalement, à partir du moment où je vais conseiller mon client sur la gestion du patrimoine, il faut que j'arrive à englober l'ensemble des problématiques, y compris cette problématique d'habitation haut de gamme. Vous avez la même vision? Tout à fait. Je pense que cette notion de sous-assurance, de sous-assurance et de devoir de conseil, alors nous, ce qu'on observe, c'est clairement corrélé à la taille de l'entreprise. Plus vous avez une entreprise qui est de taille importante, et pas citer les entreprises du CAC 40, et plus vous avez un niveau de couverture qui est très très bon. Et si on prend les entreprises de moins de 10 salariés, c'est là où vous avez les plus grands gaps. Donc ça, c'est une réalité, on va dire, macroéconomique. La deuxième chose, c'est, je me souviens, on avait fait un sondage auprès de TNS et de dirigeants d'entreprise il y a un peu plus d'un an, et ce qui ressortait, c'était vous avez 2/3 des personnes interviewées qui reconnaissaient être mal couvertes en cas de décès et d'invalidité. Donc vous avez à la fois une réalité, on va dire, économique, une prise de conscience, et le marché reste sous-assuré. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des freins qui existent parce que l'assurance est toujours compliquée, et donc spontanément, quand l'assurance n'est pas obligatoire, les démarches sont rarement générées par le candidat à l'assurance lui-même. Donc, on retrouve cette notion de préconisation, de devoir de conseil. Et donc là, je rejoins tout à fait M. Mignot, c'est à mon avis, à la fois une opportunité, mais aussi une responsabilité des CGPI, c'est d'intégrer le diagnostic de prévoyance dans une analyse patrimoniale, c'est-à-dire ne pas faire l'économie de ce volet-là, puis ensuite, bien entendu, de s'appuyer sur un partenaire, donc ce qu'on prétend être, qui est tout à fait à même d'apporter les solutions adéquates. Mais je pense que le rôle aujourd'hui des distributeurs, et notamment des gestionnaires de patrimoine, est important. Alors, on a parlé du positionnement des banques, et ça, c'est aussi un credo, puisque nous, on travaille depuis des années avec des distributeurs indépendants, et il y a toujours cette interrogation sur, compte tenu du très très fort développement de la banque assurance en France, qui est un phénomène de plus en plus fort, qui a démarré sur l'épargne, qu'on a retrouvé sur la prévoyance, qui est aujourd'hui sur l'assurance dommage, donc qui a une vocation quand même par capillarité à couvrir un spectre de plus en plus important de l'assurance. À côté de ça, il y a le développement de l'assurance, on va dire, sur Internet ou en marketing direct, qu'on pratique par ailleurs, qui s'est fait probablement d'abord sur des logiques low cost, mais on peut imaginer qu'elle a une capacité aussi à aller au-delà. Quel est le rôle, quelle est la place qui va rester aux indépendants? C'est celui du conseil, c'est celui du service à valeur ajoutée. Et donc là, on est vraiment au cœur de cette problématique. Si on croise, et là on revient également, nous, dans notre un autre de nos croyances, en tout cas qui est très forte pour nous, c'est cette importance du maillage régional. Si on est effectivement sur les patrons du CAC 40 avec un bureau à Paris, une bonne infrastructure, vous arrivez à couvrir ce marché-là. Si vous voulez couvrir les entreprises et dirigeants d'entreprises de moins de 10, de 20, de 50 salariés, vous en avez partout, absolument partout. Et ces entreprises, elles vont d'abord travailler avec des conseils de proximité, que ce soit un courtier d'assurance, un CGPI, vous parliez d'experts comptables ou de notaires. Donc il est très important, nous, qu'on ait cette sensibilité au niveau de ces distributeurs de proximité, et que ces distributeurs de proximité soient à même d'offrir une palette de conseils aujourd'hui beaucoup plus large que ça n'était le cas par le passé. Et est-ce que c'est pas une des difficultés? C'est vrai que c'est la connaissance de ce métier. Vos métiers sont très spécifiques. Sont compliqués. Il faut être, c'est vraiment du métier de spécialiste. Certains CGP sont, alors peut-être plus en prévoyance. Certains CGP connaissent bien ce métier. Moins statistiquement sur la partie dommage, c'est vrai. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de rassembler les CGP, enfin de rassembler finalement spécialistes des biens haut de gamme, spécialistes de la prévoyance, avec un conseiller indépendant? Est-ce que aujourd'hui, sur le terrain, l'idée, ce ne serait pas de faire travailler ces personnes ensemble? Vous parliez de proximité.
Et finalement, de dire, voilà, le client est là, je n'ai pas forcément la technicité pour le faire, mais il faut le faire, parce que le devoir de conseil, il est là, et vous l'avez signalé tout à l'heure, c'est important, un bilan patrimonial, ça doit comporter un diagnostic prévoyance, et ça doit comporter à un moment ou à un autre un diagnostic sur la protection des biens, puisqu'on a bien vu l'enchaînement éventuellement catastrophique s'il y avait une sous-assurance. C'est des choses qui sont possibles, c'est des choses envisagées. C'est des choses qui sont possibles et c'est des choses qui déjà prennent place. Insuffisamment sans doute compte tenu du niveau de sous-assurance, mais clairement, et ça c'est quelque chose qu'on a expérimenté qui fonctionne très bien en région, ce sont des tables rondes où on invite, chacun se rassemble et non pas avec une et une seule entité qui a une gamme de services extrêmement large, mais à chaque fois un spécialiste. Donc il peut être d'assurance dommage, d'assurance de prévoyance, de solutions d'épargne, etc. Et donc vraiment avoir un spectre extrêmement large de services et sur lequel le courtier ou le CGPI doit ensuite être l'architecte, fédérer, on va dire, tous ces corps de métier qui chacun, et je pense que c'est aussi leur responsabilité, c'est d'élargir leur gamme de services et dans chacun d'entre eux, aller choisir des fournisseurs qui sont tout à fait crédibles, professionnels, à même, parce que comme vous le soulignez, il s'agit de risques complexes et je pense que l'analogie aussi avec le travail de l'architecte est importante parce que c'est pas l'architecte qui fait le travail de plomberie, c'est pas l'architecte qui fait, mais sa responsabilité c'est au final que la totalité de ce que souhaite le client soit réalisée avec le bon délai, avec les bons prix et donc à sélectionner les bons fournisseurs. Vous avez testé cette approche ? Alors, vous avez envie de la tester Oui, tout à fait. On voit effectivement, et je partage vos analyses respectives, on voit plusieurs choses arriver sur le marché. La première, c'est effectivement une logique d'intégration de ces offres. Je suis frappé par exemple de constater que les courtiers grossistes qui ont des développements importants sont sollicités régulièrement, y compris par des professionnels du patrimoine, pour apporter des réponses ponctuelles à ces sujets. Donc c'est un canal qui est incontestablement en développement. Ce que je vois par ailleurs, c'est que les premiers CGP indépendants avec lesquels nous commençons à travailler sont des gens qui sont constitués en réseau et qui ont effectivement investi dans des compétences spécifiques en matière de dommages pour pouvoir apporter des solutions spécialisées à leurs clients. Ce que je vois enfin, c'est une notion finalement d'évolution des plateformes, les plateformes notamment d'assurance vie, qui réfléchissent à ces sujets et on est en discussion avec un certain nombre d'entre elles, de telle sorte à pouvoir sans doute accompagner, comme elles l'ont fait sur les problématiques d'assurance vie, leurs distributeurs dans la distribution de produits d'assurance dommage. Donc ça, c'est sur l'habitation haut de gamme. Par ailleurs, ce que je vois, c'est que sur la responsabilité du dirigeant, là, il s'agit d'une offre beaucoup plus simple à maîtriser et pour laquelle le taux d'équipement des patrons de PME ou de TPE est sans doute de l'ordre de 10%. Donc 90% ne sont pas assurés aujourd'hui, ce qui laisse un champ de développement qui est tout à fait considérable. Encore faut-il travailler avec des partenaires qui comprennent les problématiques des PME, et c'est là où Hiscox est particulièrement bien placé pour le faire. Une dernière question, puisque je l'évoquais au tout début de cette émission, vous faites partie de groupes anglo-saxons. Est-ce que dans les... Donc, et puis, quand j'ai du groupe anglo-saxon, vous êtes présent, vous avez une présence mondiale. Est-ce que la France est atypique par rapport à ce retrait relatif en matière de gestion de patrimoine sur ces questions de prévoyance et ces questions de couverture des biens et des contenus ? Est-ce que par exemple aux États-Unis ou au Royaume-Uni, les conseillers sont plus actifs sur ces domaines ? Alors sur les caractéristiques de la France, je pense qu'il y a deux éléments quand même qui
qui nous caractérise par rapport à beaucoup de pays. Le premier, c'est le niveau de protection sociale que l'on a en France, donc qui crée quand même de facto un niveau de couverture minimum. Et puis, si on vient sur cette distinction entre grande entreprise, petite entreprise, fait que les salariés des grandes entreprises sont très bien couverts aujourd'hui en France en matière de prévoyance et de couverture maladie. Ça, c'est une caractéristique, je pense, qui est très importante du marché français. La deuxième, c'est en termes de distribution. Le mot banque assurance, c'est pas par hasard qu'il est français. C'est la banque assurance a vraiment émergé au début des années 80 en France. Et ça, c'est pour avoir pratiqué un actionnaire américain depuis maintenant pas mal d'années, il a fallu du temps pour leur expliquer qu'il était compliqué d'avoir des alliances à très grande échelle avec des banques parce qu'elles avaient toutes leur propre compagnie d'assurance et qu'il fallait plutôt s'intéresser aux trous dans la raquette, comme on dit, et à compléter ce qu'ils avaient, parce qu'ils ont vocation quand même à avoir une démarche très très large. Donc en conséquence, le rôle, et ça, si on prend, il suffit de traverser la Manche, et si on prend le marché britannique, c'est un marché qui est très différent du marché français. Vous avez un rôle tout à fait dominant des conseillers en gestion de patrimoine, ce qu'on appelle les IFA au Royaume-Uni, par rapport à ce qu'ils sont en France. Donc là, on revient au cœur de notre discussion. Les CGPI sont bien entendu sur une position de marché qui est beaucoup plus petite, qui a d'abord été sur le marché de l'épargne. Et je pense que cette importance, alors que de plus en plus, et on le voit aujourd'hui, c'est une évolution, il y avait les banques de gestion de fortune, les banques privées, mais aujourd'hui vous avez les banques à réseau qui se structurent aussi avec des structures de clientèle privée, etc. Donc il y a une concurrence qui, je dirais, va s'accroître. En revanche, vous avez toujours, même dans ces structures-là, des opportunités qui vont rester. Et en revanche, il est important que les gestionnaires de patrimoine élargissent à leur tour leur gamme de services et intègrent quelque chose que nous, on observe qui est très, très développé sur les marchés anglo-saxons. Alors, c'est aussi des fois sous l'ordre de la sanction. Alors, on n'en est pas encore là. Si on prend le marché britannique, c'est un marché extrêmement réglementé, mais ces notions de devoir de conseil vont être de plus en plus importantes. Donc, il y a à la fois une opportunité, mais je pense qu'il y a également, de plus en plus, il y aura une nécessité. C'est-à-dire qu'il y a une opportunité de faire davantage d'affaires, mais il peut y avoir aussi une nécessité qui est imposée à donner le bon conseil. Et il n'est pas concevable de ne pas intégrer, je pense aujourd'hui, un diagnostic de prévoyance auprès d'une certaine clientèle dont on sait qu'elle est objectivement sous-assurée ou mal assurée aujourd'hui. Monsieur Mignot, même chose. Est-ce que les financial planners, pour parler justement du Royaume-Uni, est-ce qu'ils sont plus actifs, ils sont plus présents sur les biens, sur la couverture des dommages aux biens? Alors oui, tout à fait. Ce que je constate en fait, c'est deux choses. La première, par exemple, un marché comme la Belgique est un marché qui est beaucoup mieux assuré en termes de protection patrimoniale que le marché français. Et finalement, le constat est que c'est un marché dans lequel les courtiers en assurance ont une part de marché dans la distribution de produits d'assurance qui est très importante. C'est le cas des Pays-Bas, c'est le cas de la Belgique, c'est le cas du Royaume-Uni. Et donc, il y a une corrélation forte entre le poids des courtiers en assurance dans la distribution d'assurance et la diffusion de ce type d'offres. Et du coup, ça me fait penser à... j'ai participé il y a une grosse dizaine d'années à un congrès de CGP qui se tenait à Cannes. Et une des conclusions de ce congrès, c'était la prise de conscience que finalement le CGP est un courtier en assurance. Est aussi un courtier en assurance. Et donc le fait de se dire je suis légitime à couvrir en tant que CGP une offre beaucoup plus complète et utiliser les différents leviers de l'offre d'assurance qui est extrêmement riche fait partie de leur mission. Et donc là je pense que la particularité du CGP français qui s'est peut-être concentré uniquement sur la gestion d'actifs financiers et immobiliers, ils ont tout à fait vocation, parce qu'ils peuvent aborder ce sujet de la gestion du patrimoine, du bilan patrimonial, à s'intéresser aussi à ces problématiques de l'habitation haut de gamme. Donc ça, c'est sur la partie distribution, et la différence par rapport au marché anglo-saxon ou du nord de l'Europe. Ce que je constate par ailleurs, c'est que les freins à l'assurance, à commencer par
cette peur du fisc que j'ai mentionnée, qui ne sont pas rationnelles en fait, et qui mettent en danger véritablement la protection du patrimoine, parce que si j'ai un vol important, si j'ai un incendie, si j'ai un dégât des eaux, ça peut avoir une répercussion tout à fait significative sur la valeur finalement de mon patrimoine. Et donc, pour une peur qui n'est pas fondée, par ailleurs, mettre en danger des actifs physiques qui peuvent avoir une valeur très importante, c'est totalement déraisonnable dans une approche de bon père de famille. Et donc ça, on s'aperçoit que ce type finalement de comportement est nettement moins développé dans les pays anglo-saxons. Je vous remercie. Je pense que l'on a compris l'importance, en tout cas, de ne pas être sous-assuré dans vos deux domaines respectifs, avec les conséquences finalement patrimoniales en cas de sinistre des deux côtés. J'espère que ça vous a donné beaucoup d'idées et beaucoup de pistes de réflexion, et je vous dis à très bientôt pour une autre émission. Au revoir.